Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 20h de 7TV. Dans l'actualité, la débâcle subie par la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la dernière élection présidentielle. Le Parti socialiste sonne la mobilisation en séminaire le 31 août prochain et décide donc est prévu ainsi pour décider de l'avenir de la formation politique dans les plans, bien sûr l'évaluation de l'élection présidentielle 2024 et les perspectives pour le Parti socialiste. C'est le thème de cette réunion, les détails en début d'édition. L'actualité nous mènera également à parler de la fusariose. Retenez bien ce terme, c'est la maladie qui attaque les plantes. Elle flétrit leurs fleurs et les assèche. Le phénomène se propage dans la région de Kolda et affecte surtout les producteurs de mangue. Reportage à suivre. Et puis du sport pour terminer, ça passe pour le Jaraaf de Dakar en Coupe CAF. Les Verts et Blancs de la Médina ont tout simplement surclassé les Eastern Lions de la Sierra Leone au stade Lat Dior de Thiès, 3-0 au score final. Les détails en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voilà donc pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Tout de suite, nous passons au développement. Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer. Pour démarrer d'abord à Pékin et puis de nouveau dans l'affaire du danseur tué à Technopole, Aziz Dabala. La division des investigations criminelles a placé en garde à vue Nabouleye dans l'affaire de ce meurtre survenu dans la nuit du dimanche à Pékin, Technopole, dans la banlieue dakaroise. Selon toujours nos sources, les éléments de cette unité d'élite de la police nationale ont arrêté à Touba l'oncle paternel du présumé meurtrier Mamadou Lamine Diawo. En effet, après le double meurtre, le maçon incriminé avait confié le secret à son ami, à savoir son oncle paternel. Ils sont venus ensemble à Touba. Par la suite, pour assister au grand magal, ayant donc senti que la DIC est aux trousses de toute personne impliquée dans cette affaire, il a dénoncé son neveu. Et non loin de cette affaire, la régulation des réseaux sociaux toujours en vue chez nos dirigeants. De nombreux questionnements censure, liberté d'expression ou laisser à la place donc à cette désinformation. Des défis complexes pour les plateformes à la suite de ce double meurtre survenu au niveau de Pékin. De nombreux contenus sur Internet ont été diffusés. Ainsi, certains ont tiré la sonnette d'alarme. Suivons bien sûr les détails avec Moussa Manish. La régulation des réseaux sociaux a toujours été au centre des préoccupations de nombreux Sénégalais, aujourd'hui envahis par des gens appelés influenceurs, aptes à débattre de toutes les questions d'actualité pour les réseaux avec des milliers de gens qui les suivent. Tout se dit, tout s'explique sans aucune certitude des fois sur cette affaire récente de double meurtre qui a fini par émouvoir presque tous les Sénégalais. On en a vu de toutes les couleurs. Savoir et prouver, deux choses totalement différentes, mais malheureusement, cela n'intéresse guère ces toutologues sur les réseaux sociaux. Une société en faillite selon Eliman Amadou Kane. Pour lui, il est temps d'agir car l'heure est grave. Il ajoute que n'importe qui publie ce qu'il veut dans l'ignorance totale des responsabilités pénales et du respect des droits des autres. Ainsi, il devient dès lors urgent, selon lui, d'aller vers une régulation stricte et même drastique des réseaux sociaux et programmes de télé et surtout renforcer les moyens institutionnels d'action, notamment la brigade des mœurs aussi sur le terrain de la prévention et de la cybercriminalité et de la lutte anti-drogue. Investir les lieux d'inscription sociaux des jeunes et assainir les endroits de rencontres privés. Protéger les familles vulnérables avec des programmes sociaux efficaces. Développer l'éducation populaire de proximité. Tout n'est pas net sur Internet, dit-on, et pas d'enquête, pas droit à la parole. Parlons à présent de tout à fait autre chose dans ce journal, dans le sillage de cette lutte contre la migration irrégulière. L'armée sénégalaise, à travers une opération dénommée Djoko, sous le nom, donc, a procédé à l'interpellation de plusieurs migrants et par ailleurs membres des réseaux de passeurs. L'information a été relatée sur le compte Facebook de la direction de l'information et des relations publiques. Selon elle, l'opération Djoko, lancée depuis le 15 août sur plusieurs sites du territoire, a permis l'interpellation de 453 migrants, dont 239 Sénégalais, 145 Guinéens.
32 Gambiens, 17 Maliens, 7 Bissau-Guinéens, 6 Ivoiriens, voire encore 3 Nigériens, 2 Comoriens, 1 Mauritanien et Congolais. En effet, les armées et la gendarmerie mènent ainsi des patrouilles mixtes pour prévenir les départs des migrants à partir des côtes. Nous y reviendrons. Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal, la fusariose. Retenez bien ce terme, c'est la maladie qui attaque les plantes, elle flétrit leurs fleurs et les assèche. Le phénomène se propage ainsi et affecte surtout les producteurs de mangue, ceux de Medina, Guinée, Guiré-Yoro, dans la commune de Bagatadji, victimes de leur production, baisse l'année en année et regrette ainsi une perte de plusieurs millions enregistrée cette année, suivant le reportage justement de Beka Sissé. Inquiétude et désespoir, voici ce que vivent ces producteurs de mangue. De plus en plus, ils voient leur production baisser, avec comme cause principale des fleurs brandies, une maladie qui attaque les plantes. Ouais, c'est une maladie qui attaque les mangues, ça fait plus de 15 ans. Vraiment, depuis très longtemps, auparavant, on recevait beaucoup de mangues. Mais maintenant, ce jardin-là, on recevait plus de combien 250 000. Maintenant, si le propriétaire vend, il ne reçoit que 60 000, 75 000. Auparavant, nous produisions beaucoup de mangues. Mais depuis que cette maladie est apparue, bientôt 7 ans, on ne vit que d'ennui. La maladie en question est appelée la fusariose. Elle est responsable des flétrissements des fleurs, le tout aggravé par les effets du changement climatique. Le phénomène affecte les plantations de mangue. L'anacarde n'est pas épargnée. Les producteurs de Medina Guiré-Yoro sont totalement dans le désarroi. Leur manque à gagner se chiffre à coups de millions. Nous avons perdu une trentaine de millions parce qu'on remplissait 15 camions de mangue. Cette année, nous en avons eu que 4. Nous sollicitons vraiment de l'aide de la part des autorités pour le traitement de ces manguiers. À Medina Guiré-Yoro, nous sommes dans la commune de Bagadadji, région de Kolda. Ce village a été créé en 1962 par Thierno Bokar, un érudit qui recommande aux populations la plantation d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, le village fait partie des localités qui produisent le plus de mangue dans la région de Kolda. Personne n'avait le courage de créer ce village, car c'était la jungle. Mais il a encouragé ses disciples à venir s'installer et à planter des arbres fruitiers. Nous continuons de suivre ces recommandations. Aujourd'hui, nous avons des collatiers d'ailleurs dans nos jardins. Mais ce sont les maladies qui attaquent les mangues et autres arbres fruitiers qui nous fatiguent. La production de mangue, l'activité principale des populations de Medina Guiré-Yoro, est en baisse à cause de la fusariose, d'où l'appel de ces producteurs aux autorités pour qu'une solution définitive soit trouvée. Merci Beka Sissé. Parlons à présent de la vente du lait caillé local qui est ainsi une activité que l'on retrouve à l'Abgar dans la commune de Ndjoum. Les femmes s'adonnent donc à cette pratique en cette période d'hivernage. Force est donc de constater qu'elles rencontrent d'énormes difficultés pour écouler, voire stocker le produit. Tout cela bien sûr avec Siley Diallo. La saison des pluies est bien installée dans le Sénégal. Nous sommes à l'Abgar, dans le département de Linguère, au marché hebdomadaire du mardi communément appelé Louma. Ces femmes, vendeuses du lait caillé naturel, étalent leurs produits. Elles viennent d'horizons diverses dans le département. Elles sont très satisfaites depuis le début de l'hivernage, car c'est durant cette période que le revenu devient stable. C'est du lait de vache 100% made in l'Abgar dans le département de Linguère. Certains d'entre eux exportent ce lait jusqu'à la cité religieuse de Touba, en cette période du Grand Magal de Touba. Certaines personnes adorent consommer ce lait avec de la glace en cette période, parfois accompagnée de la chaleur, une fois que la pluie connaît une pause. Pareil à Ndjoum, dans le département de Podor, le marché est inondé par ce produit. Certaines vendeuses viennent par voiture, d'autres par charrette pour se rendre au marché hebdomadaire de Ndjoum. Cette activité nécessite l'accompagnement des autorités étatiques, car en mi-saison de pluie, on constate dans plusieurs localités que le lait est versé même à sol, faute de moyens de stockage de produits.
L'installation des chambres froides dans les zones sylvo-pastorales doit être une priorité pour accompagner ce secteur. Parlons de politique comme annoncé dans les titres. Le Parti socialiste va donc organiser un séminaire le 31 août prochain pour décider de l'avenir de cette formation politique suite à la débâcle de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la dernière élection présidentielle du 24 mars dernier. Évaluation de l'élection présidentielle 2024 et les perspectives pour le Parti socialiste, c'est le thème retenu pour cette réunion. Suivant le point avec Djambambaï. Dans sa correspondance au PS, ses militants et responsables, Abdoulaye Wilane invite ses frères de parti à resserrer les rangs et de se préparer à l'assaut pour la reconquête du pouvoir. Pour le porte-parole national du Parti socialiste, le scrutin du 24 mars 2024, ponctué par l'avènement d'une nouvelle majorité présidentielle, marque à la fois la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère pour leur parti. Abdoulaye Wilane invite ses camarades à considérer le séminaire qui les réunira dans les jours à venir comme un grand moment d'introspection qu'il leur faut franchir avec lucidité et courage pour tracer la voie nouvelle à emprunter et le cap à prendre. D'après le député socialiste, ils doivent impérativement recommencer sans rejeter le passé, bâtir sans ignorer les fondements de leur âme socialiste, placés sous le thème évaluation de l'élection présidentielle 2024 et les perspectives pour le Parti socialiste. Ce séminaire sera ainsi l'occasion d'évaluer en toute objectivité la représentation et l'influence politique de notre parti, tant sur l'échiquier national qu'au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, écrit Wilane. Il exhorte ses camarades à accepter l'évidence pour pouvoir renaître de leur cendre. Wilane reconnaît en ces termes la perte d'attrait du PS suite au revers politique subi durant ces 20 dernières années. S'il est indéniable qu'entre 2000 et 2012, le leadership du Parti socialiste était reconnu et assumé, ayons le courage de reconnaître qu'il n'en a pas été de même au cours des 12 dernières années, souligne Abdoulaye Wilane. Pour lui, le contexte leur impose de se montrer généreux afin de promouvoir de nouveaux visages. C'est là une condition pour faire liker l'opposition et la perception des jeunes sur le Parti socialiste, martèle Abdoulaye Wilane. Merci beaucoup, Djambambaï. Parlons à présent de tout à fait autre chose dans ce journal. Il s'agit là de revenir sur l'actualité sportive et puis du basketball pour démarrer ce soir un tournoi de préqualification à cette Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale féminine de basket du Sénégal faisait face à la Hongrie pour le compte de la finale ce dimanche dans la Kigali Arena. Les Lions, qui sont arrivés avec beaucoup d'intention, se sont finalement inclinés 63 à 47. Rappelons que la Coupe du Monde de basket féminin prévue en septembre 2026 aura lieu à Berlin en Allemagne. Je vous l'annonçais également dans les titres, il s'agira là de revenir sur le football après les parquets direction justement Thiès pour parler de la Coupe de la Confédération africaine de football, la Coupe CAF et le Sénégal engagé avec le Jaraaf de Dakar qui tentait bien sûr de passer le tour préliminaire de la Coupe CAF. Les Verts et Blancs de la Médina affronter les Eastern Lions de la Sierra Leone au Stade Lat Dior de Thiès, le Jaraaf de Dakar qui est donc passé en s'imposant donc 3-0 après donc s'être imposé 1-0 au match aller. Bien sûr, restait tout simplement à finir le travail. Notez bien que l'aventure en Ligue des Champions s'arrête pour le Teungueth FC, battu également hier au Stade Lat Dior de Thiès au tir au but après un score final, bien sûr sur un match nul. Notez bien que ceci marque la fin donc du parcours du club de la banlieue. Et puis donc parlons de Michael Ngor Faye, c'est désormais acté. Le défenseur sénégalais s'est engagé pour le Stade Rennais, ceci bien évidemment pour la somme de 10,3 millions d'euros en provenance du FC Barcelone. La nouvelle a été officialisée sur la page X du Stade Rennais. Selon donc nos informations, le jeune défenseur sera en contrat avec les Bretons jusqu'en 2028, soit une durée de 4 ans. Ngor Faye, tout juste âgé de 20 ans, a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant un club qui a fait éclore plusieurs grands footballeurs, bien sûr, notamment au Sénégalais. On pense bien sûr à Ismaïla Sarr quand on y parle.
Ceci dit, passons actuellement à l'actualité à l'international. La commune de Barça-Logo, donc située dans la région du centre-nord à 45 km au nord de la ville de Kaya, au Burkina Faso, a été la cible d'une attaque par des groupes armés terroristes ce samedi 24 août. Suivons le point justement avec Sekou Djemechi. Des hommes armés ont ouvert le feu sur elle, tuant une centaine de personnes, alors que ces populations aidaient les forces de défense et de sécurité à creuser des tranchées pour protéger les postes de sécurité. Parmi les victimes, on retrouve des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs militaires sont également portés disparus. Le bilan humain est très lourd. Entre 100 et 200 personnes ont été tuées au cours de cette attaque, selon plusieurs sources sécuritaires. Les assaillants ont de plus emporté de l'armement, dont une ambulance militaire. Il y a aussi de nombreux blessés. Au moins 140 personnes ont été évacuées vers les centres de santé de la région. Tout le personnel du service de chirurgie du centre hospitalier régional de Kaya, dans le centre du Burkina Faso, ont été rappelés pour aider dans la prise en charge des premiers blessés évacués par hélicoptère. Et puis on change de pays. Les autorités dominées par les militaires au Mali ont décidé tout simplement ce samedi de suspendre la chaîne française d'information LCI pendant 2 mois. Donc près d'elle, de fausses bien sûr informations et de fausses accusations d'un consultant contre l'armée malienne et ses alliés russes. Regardez. Selon la haute autorité de la communication HAC malienne, les services de la télévision LCI sont retirés des bouquets de tous les distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle autorisés au Mali pour une période de 2 mois, à compter du 23 août 2024. La junte du Mali a rompu en 2022 l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens pour se tourner militairement et politiquement vers Moscou. Depuis, les colonels maliens ont suspendu les médias France 24 et RFI. France 2 avait été aussi suspendu début 2024. Les correspondants d'un certain nombre de médias étrangers ont été contraints au départ, à l'exil ou au silence faute de pouvoir travailler. Selon la HAC, LCI, chaîne d'information en continu privé du groupe TF1, a diffusé le 27 juillet une émission intitulée « Wagner décimé au Mali, la main de Kiev » avec comme invité le colonel Michel Goya, consultant militaire de LCI. Sekou Djemé, on termine bien sûr à Gaza où le ministère de la Santé du Hamas annonce ainsi un nouveau bilan de 40 405 morts depuis au moins 71 personnes ont été tuées. Désormais, 93 468 blessés à Gaza depuis le 7 octobre. Regardez le point. C'est un nouveau bilan de 40 405 morts ce dimanche 25 août dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël dans son 11e mois. En outre, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, au moins 71 personnes ont été tuées depuis samedi, date du dernier bilan communiqué par le ministère qui recense désormais 93 468 blessés à Gaza depuis le 7 octobre. Par ailleurs, dans un message adressé aux habitants du sud du Liban, l'armée israélienne a annoncé le lancement ce dimanche de frappes sur le pays en ciblant le Hezbollah. De son côté, le Hezbollah a mené au petit matin des attaques de grande envergure contre Israël. Le ministre de la Défense israélien a décrété l'état d'urgence pour 48 heures. Les avions israéliens auraient visé et détruit des milliers de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah. Et c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. L'actualité reviendra bien sûr demain dans la matinale info Allo Sénégal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 7TV et bonsoir.